Bienvenue pour un nouvel épisode du 33 minutes bien investi. Je sais plus au combienième on est, parce que c'est Anis qui tient le compte, je vous avoue. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler des ZFE, des zones à faible émission que vous commencez à entendre dans les médias beaucoup. Et surprise, nous sommes bientôt concernés en Loire-Atlantique. Pour nous parler de ce sujet, on a aujourd'hui Raphaël Guivarch à côté de moi, chargé d'environnement à la CAPEB. Vous avez Sébastien Petit, adhérent engagé au sein de la CAPEB, qui prendra la parole tout à l'heure. Et puis Andrea Lemasson, secrétaire générale de la CAPEB Loire-Atlantique, qui vous parlera elle aussi du côté très syndical de la chose. Comme d'habitude, sachez que le webinaire est enregistré pour être mis à disposition. Dans l'après-midi, on vous enverra le support et le replay. Et puis, vous pouvez poser vos questions dans la petite fenêtre de chat que vous avez en bas de votre écran. Ce qu'on vous propose, c'est d'y répondre à la fin du webinaire parce qu'en général, on vous répond à beaucoup de vos questions pendant même l'intervention. Donc, comme ça nous évite de redire des choses par la suite. Voilà. Eh ben, je vous propose de passer directement dans le vif du sujet et je vais laisser la parole à Raphaël. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'une ZFE? Je vais commencer par expliquer un peu ce qu'est ce mécanisme, cette réglementation qui est déjà apparue dans quelques villes et qui va apparaître en Loire-Atlantique. C'est une zone géographique délimitée dans laquelle la circulation des véhicules les plus polluants est interdite. Alors, la zone géographique ne fait pas forcément la taille uniquement du centre-ville, hein, elle sera bien plus grande. Les ZFE concernent les métropoles de plus de 150 000 habitants, est déjà plaquée dans les 10 métropoles les plus polluantes. Donc, on a entre autres Rouen, Toulouse, Strasbourg, Paris. On vous montrera la carte ensuite. Dans 3 ans, en France, ces métropoles de plus de 150 000, ça représente 45 agglomérations, dont en Loire-Atlantique, la métropole de Nantes et l'agglomération de Saint-Nazaire. Elle concerne aussi bien les véhicules professionnels et personnels, et aussi bien les personnes qui résident, qui font les trajets quotidiens, que les personnes qui font des trajets ponctuels dans ces ZFE. Donc, soit pour des raisons de tourisme ou pour un chantier ponctuel, c'est la même chose. Et ce système, cette réglementation, s'appuie sur les vignettes critères, qui sont des petits, on voit les petits autocollants que vous pourrez mettre sur vos véhicules et qui permettront en fait aux législateurs de repérer quels véhicules sont autorisés et lesquels ne le sont pas. Voilà. Pourquoi cette mise en place? Pourquoi cette réglementation est-elle apparue en France? Alors, premièrement, il faut préciser que c'est pas une réglementation juste française, hein, c'est issu d'une politique européenne de santé publique, Zero Pollution Vision for 2050, qui est déclinée dans de nombreux pays, avec notamment l'Italie et l'Allemagne qui sont assez en avance là-dessus. Euh, Cette politique de santé publique, elle répond en fait à un nombre croissant et un nombre assez élevé de décès dus à l'exposition aux particules fines, émises en grande partie par les transports et par la circulation, et augmentation de cas d'asthme chez les enfants, décès dus à l'exposition au dioxyde d'azote. Voilà. Les autres moyens, par exemple, c'était juste des exemples de politiques mises en œuvre dans le cadre de cette stratégie. Eh ben, on voit des gros programmes de développement de frais ferroviaires, on voit développement de cyclisme dans les villes, plus dans les centres, mais bon, dans les villes même globalement, et la priorité donnée au transport urbain aussi. Voilà. Vous pouvez voir désormais la carte avec les points bleus, les 10 métropoles les plus polluantes qui sont déjà concernées, et au total, bleu plus vert, les 45 métropoles qui vont être concernées en 2025. Donc en Pays de la Loire, il y a aussi Angers et Le Mans, et en Loire-Atlantique, Nantes et Saint-Nazaire, comme vous pouvez le voir. Et puis aussi, la petite carte qu'on vous a mis en bas à droite, hein, c'est pour rappeler que c'est bien un dispositif qui est mis en place à l'échelle européenne. Tous les petits points jaunes, c'est des zones aussi qui sont mises en place dans les pays limitrophes de l'Europe. Donc c'est bien un effet de vague, on va dire, une problématique globale. Voilà, exactement. Comment ça fonctionne? Donc, il y a une zone
géographique qui va être délimité, qui est forcément, comment dire, elle a une taille minimum, hein. Chaque métropole n'a pas le choix de mettre une toute petite zone, hein. Elle a une taille minimum. Pour vous donner une idée, à Nantes, ça représentera à peu près un intrapériph', c'est à peu près. Euh, et en fait, cette zone, il y aura donc que certains véhicules avec les vignettes qui pourront circuler dans cette zone. C'est un calendrier en fait qui va se mettre en place progressivement, année après année. C'est-à-dire que ce ne sera pas dès 2025 tous les véhicules polluants, mettons critères 2, 3, 4, 5, qui seront interdits. Ça va se faire progressivement. Et chaque métropole aura, on va dire, la main justement pour savoir quelle sera cette progressivité. Il y aura aussi des dérogations qui vont être mises en place. Il y aura des modalités horaires selon que ce soit le travail de nuit ou en journée ou le soir. Il y aura aussi comment dire, les contrôles, la manière dont ce sera contrôlé qui sera différente sur la métropole. Donc on voit bien en fait qu'il y a un ensemble de paramètres que les élus de chaque métropole vont devoir décider pour mettre en application les ZFE. Voilà. La seule obligation qu'ils ont, c'est de mettre en place un calendrier avec, voilà, d'échelonner, de vraiment planifier la mise en place des ZFE à partir de 2025 pour Nantes et Saint-Nazaire. Mais par contre, voilà, sur l'ensemble des points qui sont cités, il y a des degrés de liberté pour les élus locaux. Voilà. Voici, pour vous donner une idée, dans les autres villes qui sont déjà concernées, le calendrier qu'ils ont rendu, qu'ils ont publié, de mise en place des ZFE. Donc, vous verrez après à quoi ça correspond, un critère 5, critère 4, quel type de véhicule c'est. Euh, on peut voir notamment qu'il y a un vrai choix politique, en fait, un vrai de liberté selon les villes, et que certaines villes comme Grenoble vont avoir un calendrier qui est très ambitieux et avancé. On voit 2020 pour les critères 4, comme d'autres comme Strasbourg, là jusqu'à 2023, Lyon jusqu'à 2024. Donc c'est là qu'on voit on va dire le degré de liberté et les différences qu'il peut y avoir entre les métropoles. Bien que ce soit une stratégie européenne, une réglementation française, chaque métropole va faire un calendrier qui est différent, comme on peut le voir sur ce tableau. Voilà. La vignette critère, alors elle est très simple à commander et même pour savoir, c'est très, très fluide et simple, hein. C'est aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Elle peut être commandée par Internet. Je vous ai mis le lien sur la slide. Le classement et comment dire, pour savoir à quelle vignette appartient votre véhicule, c'est basé notamment sur lors de la construction du véhicule, quelles normes, les normes euro, le motoriste a appliquées pour son moteur. Et c'est en fonction de la date de sortie du véhicule. Voilà. Par exemple. Par exemple, pour les véhicules utilitaires légers, alors sont déclarés, vous le verrez à chaque fois, hein, les diesels, les véhicules diesel sont souvent plus déclassés, classés comme plus polluants que les véhicules essence. Vous voyez que si par exemple vous avez un véhicule diesel qui a été acheté après 2011, vous serez critère 2. On peut peut-être en profiter d'ailleurs, parce que si vous pouvez nous mettre dans le chat, à votre avis, où est-ce que vous vous situez à peu près? Qu'on ait une idée. C'est vrai que Sébastien en a parlé tout à l'heure, c'est une excellente idée. Si vous pouvez nous dire à peu près dans le chat où vous en êtes, quoi. En Pour- regardant ce tableau, voilà, Voilà. si vous connaissez la date d'achat, s'il est neuf de votre véhicule, dans quels critères vous êtes. Voilà. Et donc les critères 5, ça concerne donc les premières voitures à être exclues hein, de ces zones sont finalement très peu de véhicules, hein. On voit ceux qui sont avant 2000. J'étais avant 2000, donc. Voilà. Il y a aussi les critères qui concernent les véhicules légers. Voilà. Critère 2, ouais, Jean-Marc, critère 2. C'est un peu ce qu'on se disait, en fait, c'est qu'on pensait que ça serait un peu plus sévère que ça. Et finalement, on est assez vite au critère 2, Hmm. avec tous les renouvellements de flotte qu'il y a pu y avoir dans les dernières années. C'est ça. Ouais. On vous mettra, alors on va pas l'afficher là, mais on vous a mis aussi dans le diaporama les vignettes pour les deux roues.
Pas pour les vélos, hein, mais pour les deux roues motorisées, on va dire. Oui, ça c'est à titre plus voilà, Informatif, informatif. voilà, à Très titre bien. perso, c'est ça. Et puis on va peut-être laisser la parole à Sébastien et Andrea pour la partie justement relation avec les l'agglo locale sur le sujet. Ouais. Eh ben, on a pu participer à quelques petits rendez-vous, on va dire, avec que ce soit Nantes Métropole ou la CCI plus récemment. Et ce qu'on a pu s'apercevoir, c'est qu'il y a déjà un gros flou. C'est-à-dire que on ne sait pas, entre guillemets, ce qui va tomber, ce qui va pas tomber et à quelle échéance. L'échéance, déjà, on peut en parler déjà en partie. On sait qu'à partir du mois de octobre-novembre, on devrait avoir en fait un calendrier qui sera fixé et donc qui permettra déjà de savoir à partir de quelle année telle vignette sera applicable. Et on en saura aussi certainement plus sur la zone plus précise où va s'appliquer cette vignette pour Nantes et Saint-Nazaire. Donc déjà, sans ces infos-là, on peut pas faire grand-chose en soi. Après, comme ça a été évoqué tout à l'heure, effectivement, en fait, on arrive assez facilement à la vignette critère 2, mais par contre, l'étape d'après sera beaucoup plus difficile à franchir et c'est là où je pense, avec la CAPEB, on aura un gros rôle à tenir, c'est que l'installation des bornes, l'évolution des véhicules, on va dire, si c'est quelque chose qui arrive sous 2 3 ans, c'est inapplicable. Si c'est quelque chose qui arrive sous 5 à 10 ans, je pense plus facilement, mais encore faut-il que les fabricants de véhicules progressent, quoi. Et aujourd'hui, c'est ça la plus grosse question, on va dire. Voilà. Et effectivement, donc, par rapport à l'action locale que l'on peut avoir avec Sébastien qui vous représente et Julien Paul aussi qui se joint à nous dans ces rendez-vous-là que l'on a depuis au long cours avec la métropole. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement de pouvoir analyser la situation dans les autres métropoles. Vous l'avez compris, hein, Raphaël l'a bien expliqué. Il y a déjà 10 métropoles qui ont commencé avec des périmètres en fait d'application très différents. Donc c'est bien parce que ça nous fait, nous, des argumentaires auprès des élus de Nantes et de Saint-Nazaire que l'on pourra développer sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et des choix politiques qui ont été faits, notamment sur l'arbitrage de, entre guillemets, est-ce qu'on est plus restrictif pour les pros ou pour les particuliers en premier? Dans quel ordre on met les choses? Donc on regarde ça de près. Et puis il y a effectivement un groupe de travail qui est en cours là avec à peu près tous les représentants du monde économique, que ce soit les organisations professionnelles comme la nôtre, les chambres de commerce, d'industrie, les chambres de métiers. On essaie de parler d'une seule et unique voix sur ce sujet-là auprès des élus locaux parce qu'on sait qu'on peut encore influencer leurs décisions. Donc on veut voilà, être assez fort en s'unissant sur ce sujet. Vous informer aussi parce qu'on a appris la nouvelle très récemment qu'il y a une mission parlementaire qui a été lancée par la Première ministre sur l'acceptabilité de la mise en place des ZFE tout récemment. C'est Barbara Pompili qui vient d'être nommée. Et donc, la CAPEB s'est battue au niveau national cette fois-ci pour obtenir une audition qui aura lieu le 16 mai prochain. Et puis nous, on continue aussi de sensibiliser nos députés et sénateurs voilà, qui font la loi, parce qu'effectivement, les élus locaux vont l'appliquer, mais on a aussi besoin quand même de garder le lien avec eux si toutefois il fallait à un moment donné assouplir ou voilà, en tout cas, suivre le dossier. En tout cas, donc les points sur lesquels on appuie, Mélanie, voilà, merci. Donc on l'a redit, un calendrier adapté avec cet impératif. On a aussi eu des échanges avec les constructeurs pour votre information, pour suivre un petit peu aussi leur développement, leurs innovations en termes de charge d'autonomie. On l'a dit, Sébastien aussi, effectivement, donc ce côté avoir des places adaptées avec suffisamment de recharge pour pouvoir maintenir notre activité, qui est un peu différent pour les particuliers. Il y a aussi un travail sur les aides qui pourraient être accordées pour les professionnels et de pouvoir l'élargir aussi aux entreprises, comme l'a dit Raphaël, hein, celles qui ne sont pas, on va dire, immatriculées au sein de la métropole, mais qui viennent y travailler. Et puis un point important, enfin vous l'aurez compris, les élus vont prendre beaucoup de décisions. Tout à l'heure, Raphaël a dit dérogation et horaire. On n'est pas certain. On pourrait avoir des élus très zélés qui décident effectivement de ne faire aucune dérogation ou voilà d'avoir des horaires très très contraints. Donc voilà, il faut qu'on soit
là-dessus vraiment force de proposition. Voilà. On va enchaîner ensuite avec les aides financières pour l'achat de véhicules qui ont été modifiées et vraiment bonifiées. Elles sont plus importantes en 2023. Et donc, il y en a deux principales qui sont nationales, le bonus écologique et la prime à la conversion. Pour le bonus écologique, il faut que ce soit, les conditions vraiment sont simplifiées par rapport, si vous avez regardé ça un petit peu l'année dernière, il y a 2 ans, c'est beaucoup plus simple. Il faut que ce soit l'achat d'un véhicule électrique ou hydrogène électrique, véhicule neuf. Et pour les utilitaires, vous aurez soit 4 000 euros, soit si vous êtes une entreprise individuelle, 6 000 euros d'aide. Plus 1 000 euros, donc ça, c'est vraiment une aide locale. Non, 1 000 euros, c'est pour 1 000 euros si vous êtes domicilié dans une ZFE. Et plus, vous pouvez avoir des aides locales qui sont, comment dire, soit délivrées par la région, soit délivrées par la métropole pour comment dire, l'achat de véhicules électriques si vous êtes dans une ZFE. On peut citer notamment l'exemple de l'Île-de-France qui délivrait au démarrage 6 000 euros d'aide pour l'achat de véhicules utilitaires pour les professionnels. Mais là, c'est propre à chaque territoire. C'est vraiment très local. En tout cas, les aides nationales, voilà, 4 000 euros ou 6 000 euros si vous êtes une entreprise individuelle. Et pour la prime à la conversion, vous avez donc pour obligation pour toucher celle-ci de retirer le véhicule polluant de la circulation et considérer comme véhicule polluant pour les gasoils ceux qui sont construits avant 2011 et pour les autres essences avant 2006. Il faut avoir une preuve qu'il soit retiré, donc c'est vraiment le mettre à la casse, hein, typiquement. Et là, le montant peut être de 7 000 euros pour les utilitaires. Et c'est cumulable. C'est cumulable. Prime à conversion est cumulable avec le bonus écologique. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même un bel appel, voilà, des belles subventions à dire pour l'achat de véhicules électriques. Ce qu'on peut vous proposer, c'est de passer aux questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà une qui était posée dans le chat. Je vous la lis, hein. Sur le plan de la recharge des véhicules, sur le plan fiscal, comment est-ce que ça se passe quand un salarié dispose du véhicule et le recharge chez lui? C'est une des problématiques. Une des problématiques, ouais. Effectivement, c'est une boîte qu'on n'a pas souhaité ouvrir aujourd'hui parce qu'en fait, on n'a pas encore de réponse, tout simplement. On a la Confédération, hein, le niveau national, qui planche sur cette boîte-là, on va dire, qui va s'ouvrir quand effectivement la flotte sera largement développée et que les salariés rentreront avec des véhicules rechargeables chez eux. Donc, il y a un vrai sujet et fiscal et social. Donc là-dessus, on reviendra vers vous pour vous donner les éléments. J'ai déjà un petit bout d'élément de réponse là-dessus. Vas-y. Il existe déjà une entreprise qui fabrique en fait des espèces d'appareils qui se mettent sur la prise de recharge et qui permettent de facturer directement à l'entreprise la consommation électrique en fait. Bon, par contre, ça ne résout pas le quid de qui installe, qui paie le branchement chez le salarié. Et on ne les a pas encore rencontrés. C'est Sparkling, je pense, auquel tu penses. Moi, je ne les ai pas encore rencontrés, donc j'attends d'avoir aussi plus de précisions de leur part sur effectivement comment ça se joue et comment ça peut être sécurisé aussi. Mm. Et puis là, après, on a parlé des véhicules électriques, mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on voit aujourd'hui les niveaux critères, c'est ce qu'on se disait, en fait, les critères 2, ils concernent quand même pas mal de vos véhicules. Donc avant de penser à directement passer à l'électrique, déjà les moteurs, même en thermique, ils sont de plus en plus performants. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être pas non plus, comment dire, se focaliser sur cette histoire de l'électrique. Il y aura peut-être d'autres solutions que l'électrique aussi. Et puis en fait, on voit avec les critères, hein, c'est que déjà dans le planning, avant que les critères 1, 2 soient exclus, il y a beaucoup de temps. Et pour être critère 1 ou 2, c'est pas si difficile en termes de voilà, d'ancienneté du véhicule.
Je le remets, si je réaffiche, hop là. Voilà. Donc effectivement, les critères 1, c'est les véhicules gaz et hybrides rechargeables. Je pense qu'on n'y est pas, on n'y est pas encore, clairement. On n'est pas prêt. Si ça peut rassurer un petit peu. Alors, Jean-Marc, peut-on revoir le calendrier de mise en place pour Nantes et Saint-Nazaire? Ben, c'est bien là toute la question. Non, On l'a pas encore. On l'a pas encore. voilà. C'est tout l'enjeu justement de la mobilisation cette année auprès des élus locaux, effectivement, pour avoir un calendrier le plus favorable possible pour vous. Les calendriers qu'on vous a montrés tout à l'heure, c'était les calendriers de ceux qui avaient une obligation de calendrier en 2021, si je me trompe pas. Alors, on peut le remontrer peut-être. Oui, on peut quand même leur montrer. Ça. Voilà, ça c'est pour vous donner une idée pour les autres villes, comment ça s'est fait. Et vous voyez, les critères 1, ils sont même pas encore évoqués. Donc, critère 1, c'est Mm. électrique rechargeable. Ils s'arrêtent au critère 2 pour l'instant parce que je pense qu'ils ont assez conscience que personne ne sera prêt pour faire plus que critère 2 pour l'instant. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que là, nous, on s'inquiète en tant que professionnels, mais c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que ça concerne la totalité des gens qui vont circuler dans la métropole, en tant que particulier et en tant que professionnel. Quand on voit le parc de véhicules qui circulent aujourd'hui à intramuros périph' nantais, ils sont pas tous encore critère 2 et ça fait du volume, quoi. Donc, après, tout va dépendre des velléités politiques, locales, de verdissement ou pas. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. Vous pouvez même, on n'est pas nombreux, vous pouvez ouvrir les micros si vous voulez. Ouais, j'ouvre mon micro. En fait, je vois que sur Paris, notamment, 2023, les critères 3 ne sont plus autorisés, c'est ça? Mm. C'est les calendriers qu'ils ont proposés. Je ne Ouais. sais pas s'ils sont vraiment tous prêts. Ah, ok. Parce qu'en fait, quelqu'un qui aurait un véhicule critère 3 à Paris, aujourd'hui, il risque quoi? Une amende. À chaque fois qu'il est pris. À chaque C'est fois qu'il est déjà en pris, place, là? parce que c'est aussi On a des... la question des contrôles, en effet. Par exemple, dans d'autres villes européennes, à Milan, à Londres, je sais plus, mais il y a des portiques qui filment la plaque d'immatriculation à l'entrée des zones. Mais par contre, à Paris et même dans les autres villes, cités, Lyon, etc., c'est pas forcément des portiques, mais c'est plutôt, bah, s'il y a un gendarme ou un policier qui le voit. Ça va être un moyen de récupérer de l'argent pour les métropoles, c'est sûr aussi, hein. Il ne faut pas se leurrer. On a une autre question pour la culture perso. Pourquoi est-ce que les zones sont-elles en centre-ville, eu égard à des zones de congestion, comme la route de Vannes ou le périphérique, par exemple? Donc, c'est le centre-ville. Pourquoi est-ce qu'ils concentrent les ZFE sur le centre-ville et pas sur les zones de congestion? Alors attention, c'est ce qu'on disait au début, hein, les ZFE, elles ne font pas la taille du centre-ville. Je ne sais pas si c'est la question, c'est la taille et la délimitation de la ZFE. Elle est bien plus grande que le centre-ville. Donc elle va couvrir même une partie du périph, peut-être, hein. Et puis c'est surtout aussi, si on remet pourquoi ils mettent en place des ZFE, c'est pour des politiques de santé publique. Donc là où il y a des piétons. Hmm. En Là où il y a toute, les pétons, là où il y a des crèches, des équipements sportifs, voilà. là où voilà, il y a plus de danger aussi. Mais ZFE de Nantes, tech qu'elle est imaginée. On n'a aucun brouillon. On n'a aucun brouillon, aucune esquisse de la part des élus, hein. On sait combien doit représenter la taille, parce que c'est en fonction de la population. La taille de la ZFE doit couvrir plus de 50% de la population métropolitaine. Et donc, ça équivaut voilà, à intrapériph, à Nantes intrapériph. Mais par contre, peut-être qu'ils vont déborder vers le nord, peut-être qu'ils vont prendre un bout de Vertou. Et, enfin voilà, la délimitation précise de la zone, on n'a aucune esquisse, aucun brouillon. On ne sait pas à quoi ressemblera. Et la délimitation de la zone, elle se fait sur la base de la population au sens logement, habitat, ou au Oui, sens... ouais, ça n'a aucun sens. au sens logement habitat. Donc, c'est forcément des zones de très forte densité d'habitat et qui ne sont pas forcément des zones de très forte densité de trafic. Oui, C'est complètement con. oui. C'est dingue. On marche sur la tête. Là où il y a densité de population, il y a aussi quand même densité de mobilité et densité d'activité, hein. Et puis il faut aussi se dire qu'ils ont besoin d'avoir des périmètres qui soient
facilement évaluable. Voilà. Et ouais. Avec un périmètre facilement, entre guillemets, compréhensible aussi pour ceux qui vont circuler. Pas de recharge hydrogène de l'aquathermie. Alors, on a une Alors, question, ouais. mais c'est un peu court. Pas de recharge hydrogène. Je n'arrive pas à comprendre la Je question. pense que Désolée. alors la question, c'est Ouais. est-ce qu'il va y avoir des recharges, des bornes de recharge à hydrogène? Bah, Je sachant crois que que sur Nantes, il y en a une exclusivement. ouais, voilà. Sachant que c'est une Il y en a technologie qui est peu prisée, peu développée pour l'instant par les constructeurs automobiles, bah, je pense que les métropoles, dont Nantes, a peu misé là-dessus. Là, pour l'instant, les modèles, que ce soit utilitaires ou véhicules légers qui sont sortis, qui sont zéro carbone, c'est principalement de l'électrique. Donc l'hydrogène, aussi bien en termes d'infrastructure que ça suit en fait les sorties de véhicules. Donc il y a très peu. Après, pour avoir discuté aussi avec Nantes Métropole toujours, toutes les nouvelles stations qui sont complètement rénovées, par exemple là, vous en avez deux là qui sont en cours de rénovation, une qui est finie, l'autre qui est en cours, quand vous allez direction, pour prendre l'autoroute direction Bordeaux. Donc toutes ces nouvelles stations-là, elles sont prévues pour pouvoir accueillir éventuellement des nouveaux carburants, des nouvelles choses typiques pour l'hydrogène ou autre. Donc, quand ça va se développer, elles seront capables en fait de se mettre à niveau pour développer ce qui va sortir. Mais eux aussi sont un peu dans le flou. Et je sais qu'il y en a une autre route de Saint-Nazaire qui était prévue. Enfin, il y a tout un maillage qui est en cours, qui est déjà programmé en fait. Mm. Après, ce qui sera suffisant, ça c'est encore autre chose. C'est pour ça, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, là, l'obligation aujourd'hui qui pèse sur les métropoles, c'est de fournir un calendrier, c'est-à-dire de commencer à réfléchir aux modalités qu'elle va mettre en place au sein de son territoire. Il n'y a pas de contrainte aujourd'hui de date d'application. Elles doivent fournir un calendrier, donc c'est quand même s'engager, mais Un calendrier et des règles quand même, hein. Enfin, dire des règles, calendrier, voilà. c'est pas rien. C'est dire est-ce qu'on met en place effectivement, enfin, aussi 7 jours sur 7, est-ce qu'on met des Mm. dérogations? C'est pas juste un calendrier, quoi. C'est toute la politique de mise en œuvre qu'elle doit Oui, décider. oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en 2025, ça va pas être du jour au lendemain. Il y aura plus que les critères zéro dans le centre-ville. Non, exactement, Mélanie, oui, tout à fait. Ouais, mais pour autant, le calendrier n'est pas un engagement à faire. Il est quoi, pardon? C'est pas un engagement à faire, le calendrier. C'est pas parce que je dis je vais faire potentiellement ça comme si sur telle zone à tel moment et ainsi de suite que c'est un engagement contractuel de la municipalité pour une mise en œuvre. Bah, ce sera les règles à suivre, effectivement, pour les usagers, oui. Non, mais on est en fait dans un discours qui est purement électoraliste pour le moment. Je sais pas la valeur juridique du calendrier. À un moment donné, ça doit être acté par des décisions municipales, Oui, je je pense. pense. Là, Andrea, peut-être que tu peux nous. Oui. Pour moi, ce sera effectivement acté à l'échelle du conseil métropolitain Hmm. ou oui. Si, ça aura de la valeur quand même. C'est pas On juste. reviendra vers nous pour ce point-là. Est-ce qu'il vous reste des questions? Bien sûr, hein, on est à votre disposition si vous avez encore des questions, parce que vos questions, elles servent aussi à alimenter les échanges avec la métropole. Donc n'hésitez pas. On vous a mis à la toute fin du diaporama les coordonnées. On a beaucoup de slides. Hop là. Les coordonnées de la CAPEB et notamment de Raphaël qui est sur le sujet. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Et puis je vais en profiter pour faire juste un petit instant pub de la CAPEB. Rendez-vous tous le 25 mai pour le rendez-vous de l'année CAPEB. Cette année, on va à Valette. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez en plus la chance d'avoir en avant-première le lien d'inscription qui a été produit aujourd'hui. Donc voilà, vous pourrez vous inscrire directement avec le mail de tout à l'heure. Et puis, bah, on en parlera peut-être justement hein, à ce moment-là de toutes ces questions de politique d'aménagement local qui ont une vraie influence sur vos entreprises. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous pour ce webinaire et puis je vous donne rendez-vous le 1er juin pour le prochain webinaire qui sera sur le thème des entreprises en difficulté et notamment des dispositifs qui existent pour aider les entreprises. On aura avec nous un mandataire ad hoc. Et puis le 27 juin, on fait un nouveau webinaire également sur le calcul du prix de revient. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à bientôt.